Bienvenue à chacun, en dépit de cette heure matinale, donc aux 4e assises des énergies marines renouvelables et au salon Synergie. Et ces 4e assises ont pour thème, au niveau de notre colloque d'aujourd'hui, déploiement industriel, le nouvel horizon des EMR. Nous allons tout de suite écouter le député maire du Havre, M. Édouard Philippe, qui nous fait l'amitié de nous accueillir. J'aurai le privilège d'animer cette journée, sauf dans la partie politique qui sera animée par mon ami Jean-Marie Biette. Donc merci de votre accueil et puis nous espérons avoir quelques questions tout à l'heure. Monsieur le maire, merci de votre accueil. Vous avez la parole. Mesdames et messieurs, bienvenue au Havre. Bienvenue dans la plus grande ville de Normandie. Bienvenue dans le plus grand port français. Alors, il n'est pas totalement exclu qu'un grand port de la Méditerranée conteste l'appréciation que je viens formuler en disant bienvenue dans le plus grand port français. Si par hasard il y a des Marseillais dans cette salle, ils sont les bienvenus. Ils pourront eux-mêmes se faire un avis sur la réalité de cette discussion qui nous anime avec Marseille depuis déjà longtemps et pour longtemps encore. En tout cas, bienvenue dans ce qui est incontestablement le premier port français pour le trafic des conteneurs et pour le commerce extérieur. Bienvenue dans une ville qui fête cette année son 500e anniversaire. Il est rare qu'on sache dater avec précision le moment de naissance d'une ville. Il se trouve que pour le Havre, on est capable de la dater 2 fois, le 7 février 1517 et le 8 octobre 1517. Le roi François Ier crée d'abord le port en février, puis en octobre la ville qui l'accompagne, qui le fait vivre, qui en est la condition d'une certaine façon. Et nous fêtons ce 500e anniversaire avec la ferme intention de faire venir au Havre un maximum de visiteurs, de gens qui connaissent la ville et de gens qui ne la connaissent pas, et peut-être encore plus de gens qui l'ont connue et qui la redécouvriront, en leur montrant combien cette ville est à la fois une ville industrielle, portuaire, populaire, mais aussi une ville qui peut s'enorgueillir d'une lumière exceptionnelle, qui a donné naissance à l'impressionnisme. Le premier tableau impressionniste, c'est Impression soleil levant, et ce tableau, il a été peint sur les quais du Havre, sur le quai de Southampton, enfin, sur ce qui est aujourd'hui le quai de Southampton et qui s'appelait à l'époque le Grand Quai. C'est une ville au patrimoine architectural exceptionnel, puisqu'elle a été reconstruite à partir de 1945 et jusqu'à la fin des années 50, et que cette reconstruction particulière, originale, liée au travail d'Auguste Perret, a valu le classement au patrimoine mondial par l'UNESCO en 2005, il y a maintenant 12 ans. Bienvenue donc au Havre, dans ces docks, dans ce, je ne sais pas s'il faut l'appeler palais, parce que ça aurait quelque chose peut-être d'excessif, en tout cas dans ce carré des docks qui a pour objectif d'accueillir dans les meilleures conditions possibles tous ceux qui viennent travailler, échanger, se rencontrer sur les sujets les plus variés, et notamment sur le sujet des énergies marines renouvelables. Et on est assez content que vous soyez là. On est assez content. On est assez content parce que le sujet des énergies marines renouvelables est un sujet qui nous tient à cœur au Havre. C'est un sujet sur lequel nous pensons avoir des choses à dire, peut-être encore plus à faire. Et c'est un sujet qui nous inquiète parfois. Tout à l'heure, j'échangeais avec Monsieur le Président en lui disant que si mes chiffres étaient bons, et ils le sont souvent, la puissance installée en matière de production énergétique d'énergie marine renouvelable en France, c'est une constante. Vous voyez, c'est grosso modo depuis l'usine marémotrice de la Rance, j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup bougé. Et évidemment, on peut s'enorgueillir du fait qu'on avait pris beaucoup d'avance à l'époque. Et évidemment, le contre-coup, c'est qu'on peut un peu se lamenter du fait qu'on n'aurait pas beaucoup accéléré depuis. J'ai en mémoire les engagements que prenait un candidat à l'élection présidentielle il y a exactement 5 ans, lorsqu'il indiquait qu'il souhaitait que la France devienne le leader européen des énergies marines renouvelables. Ce candidat est devenu président de la République. Il n'est pas absolument certain qu'on puisse dire 5 ans après que la France est le leader européen des énergies marines renouvelables.
Ou alors il faut une sacrée dose d'optimisme et d'humour peut-être aussi, parce qu'à l'évidence, ça n'est pas le cas. Les procédures sont longues, les réorganisations de filières industrielles parfois incertaines, et je pense que vous avez tous à l'esprit, quel que soit le domaine dans lequel vous intervenez, que vous soyez des spécialistes des procédures ou des spécialistes de la production, ou les deux, je pense que vous avez tous à l'esprit les difficultés auxquelles se heurtent les acteurs de ce domaine pour progresser au rythme qui permettrait de relever les défis qui sont les nôtres. Car derrière toutes ces difficultés, il y a des enjeux considérables, une production d'énergie renouvelable grâce à une richesse exceptionnelle, le domaine maritime qui borde la France, avec une industrie exceptionnelle et des acteurs industriels français ou installés en France qui permettraient de créer de la richesse et de relever une partie des enjeux de la production énergétique renouvelable en France. Nous progressons peut-être, mais nous ne progressons pas assez vite. Et la question au sein des énergies marines renouvelables, de l'éolien offshore, je vous ai dit qu'au Havre on regardait ça avec attention, est une question qui se pose et qui montre les difficultés d'avancer rapidement en la matière. Les difficultés capitalistiques qu'ont connues un certain nombre d'acteurs de ce domaine, les procédures administratives choisies par le gouvernement et mises en œuvre par le gouvernement, qui sont plus lentes que les développements de la technologie. C'est pas difficile d'être plus lent que le développement de la technologie, mais qui sont notoirement plus lentes que les développements de la technologie, ont fait que du beau rêve de créer une filière française sur le territoire français pour construire rapidement des éoliennes et équiper le territoire des éoliennes, on est arrivé au mieux à une filière industrielle en France et avec des dates de mise en œuvre qui se repoussent progressivement, qui s'éloignent progressivement. Ici au Havre, on a un site industriel exceptionnel avec un présent, des compétences remarquables. On a un site logistique qui n'a probablement pas d'égal en France. Et on pense, on espère, et on se réjouit à la perspective d'accueillir les futures usines qui permettront d'équiper un certain nombre de champs, j'espère le plus grand possible, mais un certain nombre de champs d'éoliennes offshore au large des côtes françaises. C'est évidemment un enjeu industriel important pour la ville et pour la région. C'est un relais de croissance, c'est une façon de fixer de l'emploi industriel sur un territoire qui vit à cause de ça et grâce à ça. Et c'est pour le maire du Havre que je suis une perspective et un combat auquel je ne renonce pas, bien entendu. Alors, tout à l'heure, Monsieur le Président m'avait demandé de faire court parce que j'ai compris qu'après moi, il y a un certain nombre d'interlocuteurs qui prendront la parole. Et puis, ça c'est normal, je ne vous en veux pas. Puis, je crois qu'on doit vous montrer un film parce que Madame le ministre, qui nous avait indiqué qu'elle viendrait finalement à renoncer, a préféré venir par l'écran. C'est dommage. On aurait eu bien des choses à lui dire, surtout vous d'ailleurs, moi aussi. Enfin, c'est comme ça. Ce que je voudrais vous dire, au fond, c'est que peut-être qu'un certain nombre d'entre vous, quand ils sont partis ce matin ou hier, et quand ils ont indiqué à leurs équipes qu'ils travailleraient pendant un jour ou 2 jours, peut-être un peu plus encore au Havre, ont suscité de la part de leurs conjoints, leurs proches, le début du commencement d'une forme de surprise, voire de « ah oui, quand même », au Havre. J'exclus pas que ce soit arrivé en tout cas à certains d'entre vous. Notre ville projette encore, parfois, l'image d'une ville qui serait exclusivement industrielle et portuaire, qui serait dans la mauvaise partie de la Normandie, celle où il pleuvrait tout le temps, alors qu'ailleurs il fait si beau. Bref, d'une ville où on viendrait parce qu'on est tenu d'y aller et pas par choix ou pas par envie. Vous allez pendant toute la journée, et peut-être demain, travailler, rencontrer, prendre des contacts, développer des réseaux, et vous êtes là pour ça, et c'est tant mieux, profitez-en. Je ne saurais trop vous engager, mesdames et messieurs, à profiter de cette journée, et peut-être même de la journée qui suivra, pour ne pas vous borner à ça. Et pour éventuellement
quitter cet amphithéâtre, même si la vue est exceptionnelle, quitter ces docks, même si le site est remarquable, pour aller vous promener un peu dans la ville, pour voir la lumière qui change vite au-dessus des bassins, pour voir ce qu'est l'architecture Perret, non pas l'idée d'une ville qui serait construite en béton, mais ce qu'est le béton construit dans les années 50 par Auguste Perret, un béton qui prend la lumière comme aucun béton ne prend la lumière. Voir ce qu'est une ville des années 50, reconstruite dans les années 50 pour imaginer ce que serait la modernité. Comprendre comment une ville détruite, rasée, et rasée comme aucune autre ville française, a pu se reconstruire et redevenir un poumon économique et une ville classée au patrimoine mondial. Bref, essayez de comprendre ce qu'est Le Havre. Je vous garantis une chose, mesdames et messieurs, c'est que si vous prenez 1 heure pour faire ça, 2 heures pour faire ça, et si vous prenez encore plus de temps, ce sera encore mieux, vous comprendrez, vous verrez, vous aimerez. Bienvenue au Havre. Merci, monsieur le maire. Et pour aller dans votre sens, pour m'être levé très tôt ce matin, je puis attester qu'il y avait du soleil ce matin. Nous avons également l'honneur d'accueillir maintenant pour un propos liminaire donc Marc Lafosse, qui est le président de Synergie. Monsieur le député maire du Havre, cher Édouard Philippe, Madame la députée, Madame et Messieurs les représentants des présidents de région, Messieurs les représentants des candidats à l'élection présidentielle, Monsieur le président du CER, cher Jean-Louis, Monsieur le président du cluster maritime français, cher Frédéric, Mesdames, Messieurs, chers confrères, je suis particulièrement heureux de vous compter nombreux pour cette édition de Synergie Normandie 2017 en terre havraise. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation aux côtés des régions de France, avec le soutien des différents organisateurs et organismes qui structurent les EMR, du syndicat des énergies renouvelables et de ses traditionnelles assises, mais aussi pour cette année une première également France Énergie Marine qui a tenu hier en prélude sa tribune scientifique et technique. Toute mon équipe et les partenaires territoriaux se sont mis à pied d'œuvre pour vous proposer une édition résolument internationale au service de notre filière. Une filière qui, cette année encore, montrera son caractère, son travail sans relâche, avec humilité, dans l'échange, la persévérance et cette conviction que pour être plus performant, il faut être solidaire, enthousiaste, exigeant, audacieux et uni dans un seul but, dompter les énergies de la mer. Vous serez donc plus de 3500 visiteurs, composés à plus de 35% d'étrangers, venus de 20 pays, 56 conférenciers et plus de 900 rendez-vous d'affaires programmés. Notre traditionnel rendez-vous est aussi l'occasion pour nous d'innover en vous proposant de nouveaux services pour encore mieux servir la filière et accélérer votre business. C'est ainsi que nous ouvrons aujourd'hui le premier job board dédié exclusivement aux EMR. Working Blue a été créé pour y retrouver de nombreuses offres d'emploi, déposer vos CV et trouver toutes les informations utiles sur les formations de la filière. Working Blue sera animé pendant 2 jours par les professionnels des RH, notre partenaire Connecting Values, et qui continuera à offrir des services au-delà de Synergie sur la déclinaison numérique workingblue.fr. Toujours sur le volet de l'emploi, Synergie profitera de votre présence pour promouvoir les métiers féminins des EMR, en association avec le cluster maritime français et l'association Elle Bouge. Vous pourrez retrouver une très belle exposition de portraits de femmes dans l'allée centrale du Hall 2. Enfin, nous avons estimé que cette année méritait un moment festif dans un lieu exceptionnel. Nous avons donc imaginé 2 formats pour fêter dignement les succès d'entreprise. La soirée de gala sur invitation dès 19h30 et son after, ouvert à tous, dès 22h, qui se dérouleront au Bain des Docks, à quelques centaines de mètres d'ici, dans un lieu improbable, complexe nautique, dont le trait de crayon, signé Jean Nouvel, sera magnifiquement mis en lumière pour l'occasion et ne manquera pas de vous surprendre. Nous avons donc construit une édition internationale au Havre, terre de défis et d'aventures maritimes,
qui saura vous transmettre le courage, la ferveur et les valeurs qui composent son caractère. Nous sommes très fiers de contribuer à vos côtés à la construction de cette filière d'avenir au travers de nos organisations. Nous vous formulons à tous nos vœux de réussite pour cette nouvelle édition, que vos échanges entre acteurs du monde entier que vous représentez vous apportent satisfaction et permettent ainsi d'accélérer la dynamique de la filière. Merci à tous et excellents travaux pendant 2 jours. Maintenant, pour conclure cette session inaugurale, donc la parole à Jean-Louis Bal, président du syndicat des énergies renouvelables. Monsieur le député maire du Havre, cher Édouard Philippe, Madame la députée Catherine Troalic, Monsieur le secrétaire général adjoint de la mer, cher Amiral Augier, Monsieur le directeur général de l'énergie et du climat, Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers adhérents, ce n'est pas la première fois que la ville du Havre accueille un événement du syndicat des énergies renouvelables et c'est avec un plaisir renouvelé que je prononce aujourd'hui le discours d'ouverture de ces 4e Assises nationales des énergies marines renouvelables. En 2013, le syndicat avait organisé son colloque national éolien dans ce même lieu. Je remercie donc très chaleureusement Édouard Philippe de nous accueillir dans ce très bel espace. Je crois que c'est la plus belle salle de conférence que j'ai connue dans toute ma carrière, et Dieu sait si j'en ai connu. Et donc je vous annonce déjà, Monsieur le maire, que nous saisirons la prochaine occasion pour revenir chez vous si vous acceptez de nous accueillir. Je me félicite également du partenariat renouvelé cette année avec la Convention d'affaires internationale Synergie, ce qui permet d'offrir à la filière la richesse d'un rendez-vous annuel au plus proche des territoires, tel que l'a bien décrit Monsieur le maire tout à l'heure. Cette 4e édition de nos assises intervient à 1 mois des élections présidentielles. Ce calendrier donc m'offre l'opportunité de dresser un bilan des 5 dernières années, qui n'est pas aussi noir que l'a décrit Monsieur le maire tout à l'heure, et ça me permet donc d'attirer l'attention des candidats sur les mesures phares attendues par les professionnels des énergies marines renouvelables. Depuis 2011 et la publication du précédent livre blanc du syndicat, le contexte des énergies renouvelables en France et dans le monde a profondément évolué. Ces énergies sont en train d'accomplir une véritable révolution économique mondiale. Selon l'AIE, donc l'Agence internationale de l'énergie, les énergies renouvelables électriques représentent en 2015 plus de 23% du mix électrique mondial, avec un parc de près de 2000 gigawatts. L'agence prévoit une capacité supplémentaire de 825 gigawatts d'ici à 2021, soit une croissance de près de 50% et une part dans le mix électrique qui va passer à 28%. Cette tendance générale est portée par la compétitivité de ces formes de production d'énergie. Partout dans le monde, les coûts de production décroissent, tirés par les effets de volume industriel et par les progrès technologiques. Les coûts de nos énergies sont structurellement à la baisse dès lors que les conditions de leur déploiement sont optimisées. C'est le constat que l'on fait aujourd'hui lorsqu'on regarde le chemin parcouru par les énergies marines renouvelables. Il y a quelques années à peine, les énergies marines étaient considérées en France et dans le monde comme des technologies encore au stade expérimental. Aujourd'hui, l'exploitation des énergies de la mer est devenue une réalité économique, technologique et industrielle. Les différentes technologies n'ont certes pas toutes le même niveau de maturité, mais déjà, pour l'éolien en mer posé, des records de prix bas sont régulièrement annoncés. Il est courant d'entendre, pour les plus récents appels d'offres en Europe du Nord, des prix allant de 50 à 75 € par mégawattheure,
hors raccordement et dans des zones géographiques où les ressources et les conditions d'implantation sont favorables. À travers l'Europe, la course à la compétitivité est lancée. En France, les professionnels du syndicat des énergies renouvelables s'étaient engagés il y a 2 ans à un coût de production de 100 à 120 euros par mégawattheure, raccordement compris cette fois, pour les projets qui seront mis en service en 2030. Cette cible devra très certainement être revue à la lumière du retour d'expérience des premiers parcs éoliens dont la mise en service n'est plus si lointaine et à la lumière des résultats des récents appels d'offres lancés sur les zones de Dunkerque et Oléron qui vient d'être confirmés par la ministre. Cette baisse des coûts observée par l'éolien en mer posé est l'objectif qui doit être visé par chacune des filières technologiques, quel que soit leur niveau de maturité. Les progrès et les enseignements de l'éolien posé auront, nous le savons, un effet d'entraînement positif sur toutes les autres filières. Signe de la réalité technologique des énergies marines renouvelables, la construction de la première éolienne flottante a commencé. Elle devrait être mise en service à la fin de cette année au large du Croisic sur le site d'essai du SEMREF porté par l'École centrale de Nantes. Ce n'est pas tout. Depuis son implantation à Saint-Nazaire, l'usine General Electric a produit les premières nacelles pour le premier parc éolien en mer des États-Unis. L'hydrolien fluvial qui exploite le courant des fleuves a vécu cette année de son côté de belles réussites. En effet, en 2018, 39 hydroliennes fluviales en aval du barrage de Génissia sur le Rhône seront mises en service. De plus, le site d'essai pour les hydroliennes fluviales de Bordeaux a été récemment raccordé au réseau électrique. Enfin, en plein franchissement des phases pilotes ou pré-commerciales telles que la ministre l'a annoncé, l'hydrolien océanique connaît déjà des succès commerciaux à l'international avec l'annonce récente de la première ferme hydrolienne des Philippines, réalisée par un acteur français et dont la mise en service est attendue pour 2019. En Martinique, la centrale Nemo ira bientôt puiser la fraîcheur des eaux profondes pour produire de l'électricité. L'autorisation d'exploiter vient d'être publiée. Voici quelques exemples, parmi d'autres, qui montrent que les énergies marines renouvelables deviennent une réalité technologique et industrielle. Nous progressons, certes pas assez vite comme l'a souligné Monsieur le maire, mais nous progressons. Et je voudrais souligner à cet égard que la France est extrêmement difficile à réformer et malgré une série de mesures d'accompagnement de la filière lancées par la ministre, c'était un constat incontournable. On n'a pas encore aujourd'hui, en dehors du barrage de la Rance, le moindre mégawatt installé en énergie marine. Et pourtant, plusieurs milliers d'emplois ont déjà été créés, tendance qui va encore s'amplifier dans un avenir proche avec l'implantation de nouveaux sites industriels à proximité des futurs parcs. Demain, comme l'a rappelé la ministre, à Cherbourg, en présence du Premier ministre Bernard Cazeneuve, aura lieu la pose de la première pierre de l'usine de pales LM Wind Power qui emploiera 500 personnes d'ici 1 an. Objectivement, le bilan de ces dernières années est satisfaisant pour nos filières et je tiens à remercier l'engagement personnel de la ministre Ségolène Royal. Elle a mené avec ses équipes des chantiers importants de simplification administrative et Dieu sait si c'est difficile de simplifier. C'est compliqué de simplifier. Elle a mené également des lancements d'appels d'offres ou d'appels à manifestation d'intérêt. Ils ont permis à notre pays de franchir les étapes nécessaires au déploiement industriel de notre jeune filière. Néanmoins, cette filière sait qu'il lui reste de grands défis à relever pour passer avec succès des projets pilotes aux parcs commerciaux et pour atteindre la compétitivité pour les filières les plus matures. Nous formulerons avec Frédéric Lelydec, le président de notre commission énergie marine renouvelable, dans le cadre du débat politique qui va suivre, les principales attentes des professionnels des énergies marines à l'attention de la future équipe gouvernementale.
Ces attentes figurent très explicitement dans le livre blanc que nous avons publié en janvier dernier. Parmi les 6 propositions qui concernent spécifiquement les énergies marines, je voudrais insister d'abord sur la nécessaire planification, Frédéric y reviendra tout à l'heure, planification spatiale avec le travail d'identification et de caractérisation des zones propices en fonction des gisements et de l'acceptabilité des projets. Ce travail, piloté par les préfets maritimes sur la base de nouvelles procédures de concertation, doit associer plus en amont les parties prenantes et notamment les usagers de la mer et les citoyens. Pour cela, nous pensons que la Commission nationale du débat public devrait être impliquée dès les premières phases du zonage et non après la sélection des projets. Planification temporelle ensuite, en lançant régulièrement de nouveaux appels d'offres pour des volumes annuels connus et adaptés aux différentes filières. Pour l'éolien en mer posé, l'enjeu crucial de la réduction des coûts doit nous conduire à être toujours plus ambitieux. En ce qui concerne l'hydrolien, nous avons accueilli avec satisfaction l'annonce que vient de faire Madame Royal à propos du lancement du processus d'appel d'offres commercial conformément aux engagements pris dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Le CER a formulé au début de ce mois des recommandations afin que chacune des étapes de cet appel d'offres soit franchie avec succès et que toutes les conditions soient réunies pour assurer la prise en compte de l'ensemble des enjeux. Ce travail devra être mené avec les acteurs historiques de la mer. Quelles que soient les technologies, nous attendons du futur gouvernement qu'il s'engage fermement sur des volumes ambitieux et planifie des appels d'offres, et particulièrement donc pour l'éolien flottant, qui est encore aujourd'hui la pièce manquante. J'insiste également sur la mise en place des conditions qui permettront aux PME et ETI françaises d'occuper une place dominante dans le secteur des énergies marines. Notre pays détient déjà plusieurs implantations industrielles dédiées, je viens de les rappeler. La clé d'un développement significatif des PME et ETI en France comme à l'international réside dans l'accroissement de leur compétitivité, c'est-à-dire dans la réalisation d'investissements industriels et dans la modernisation de leurs outils de production. Malheureusement, aujourd'hui, ces investissements sont encore freinés et limités par des incertitudes juridiques, industrielles et politiques. Il est nécessaire de poursuivre l'effort de simplification déjà engagé, comme il est nécessaire que le financement des moyens de production des PME et ETI ayant fait le choix de ce secteur soit soutenu par les pouvoirs publics. Pour illustrer cela, je voudrais vous rappeler que le CER a été pilote pendant 4 ans du programme Windustry France, chargé d'accompagner des entreprises issues de secteurs traditionnels de l'industrie vers l'éolien terrestre ou maritime. Dans ce cadre, nous avons dénombré près de 100 PME et ETI représentant 12 000 emplois, dont les compétences et les savoir-faire peuvent être mis au service des énergies renouvelables. Pour transformer l'essai et donner à ces entreprises une place dans le secteur des énergies marines renouvelables, un accompagnement par les pouvoirs publics est nécessaire dans le cadre des investissements d'avenir et par l'intermédiaire de la Banque publique d'investissement. Et j'ajouterai que des efforts en matière de formation continue des personnels doivent également être réalisés. Je pense que vous reviendrez sur ces sujets pendant cette journée. Bien d'autres évolutions d'ordre réglementaire, technique ou encore financière sont attendues par la profession pour fluidifier davantage encore les procédures administratives, diminuer les délais de réalisation des projets et favoriser la connaissance des impacts de nos technologies sur les milieux marins. Ces thèmes seront approfondis donc dans les tables rondes de la matinée. Cet après-midi, les présidents et vice-présidents des régions littorales auront l'occasion de préciser la nature de leurs engagements. En effet, leurs actions sont déterminantes pour assurer la réussite du déploiement industriel. Désormais chefs de file de l'énergie et de la transition énergétique, les régions s'engagent et sont les partenaires incontournables des entreprises.
C'est la force des assises et de synergie de rassembler les industriels et l'ensemble des entreprises de la chaîne de valeur aux côtés des pouvoirs politiques nationaux et régionaux. Nous allons faire tous ensemble la démonstration de la synergie qui en résulte. Je vous souhaite de très bonnes assises des énergies marines renouvelables.